Bien, alors, ce qu'on va faire ici, c'est quelque chose qui est très important dans InDesign, quand on travaille le texte, c'est faire apparaître les balises. Et en général, quand on est en train de travailler le texte dans InDesign, on fait toujours apparaître les balises. Donc, ça se fait très simplement en allant dans le menu texte, afficher les caractères masqués. Menu texte, afficher les caractères masqués. Alors, si vous êtes en affichage normal, vous devriez déjà voir les balises. Donc, il ne faut pas être en affichage aperçu dans le bas de la palette des outils, il faut être en affichage normal qui montre toute la construction du document. Du coup, chaque espace entre les mots est montré avec un point. Les balises de fin de paragraphe sont montrées avec une balise comme ça. Et il y a plein d'autres choses qui apparaissent. Voilà, les césures automatiques. Il y a plein de choses qui vont apparaître au fur et à mesure qu'on va travailler. Des sauts de colonnes, des sauts de pages, etc. Ce seront des balises spéciales. On a vraiment besoin d'afficher les caractères masqués quand on travaille dans InDesign. On ne l'a pas fait jusqu'à présent parce qu'on commence juste à travailler les caractères, mais voilà, on y est. Bon. Alors, quand on tape du texte, il arrive parfois qu'il y ait, si c'est une erreur, on tape 2 espaces. Parfois, certaines personnes qui tapent du texte, quand ils mettent une virgule, ils mettent un espace avant. C'est une erreur typographique. Bien que il y ait des habitudes chez les Américains, mais d'une manière générale, il faut savoir que la typographie, il y a différentes typographies, il y a la française notamment, et qu'on va plutôt appliquer nous. Donc voilà, il y a plein d'erreurs possibles dans les documents qu'on rédige et qu'on récupère. Et par le rechercher remplacer de InDesign, on va pouvoir les régler automatiquement, remplacer les doubles espaces par des simples espaces, remplacer les espaces avant les virgules, etc. Voilà. C'est des choses qui se feront. Autre chose qui est assez courant aussi, c'est remplacer les doubles balises de paragraphes. 2 balises qui se suivent. Je vous montre, ne faites pas. Vous connaissez tous ça. Il y a des personnes, quand elles tapent du texte et qu'elles veulent faire des espaces entre les paragraphes, elles vont faire 2 retours chariot, donc 2 fois appuyer sur la touche de fin de paragraphe. J'affiche les caractères masqués, menu texte, afficher les caractères masqués. Je me retrouve avec 2 balises de fin de paragraphe, dont un paragraphe vide. Et ça, par rechercher remplacer, on va régler le problème aussi. Donc, bien sûr, on ne fait pas des espaces entre les paragraphes dans InDesign avec des paragraphes vides comme ça. On le fait comme on l'a fait juste précédemment avec la palette paragraphe, le réglage d'espace après paragraphe. Mais donc vous allez récupérer forcément du texte de gens qui ne connaissent pas trop la mise en page. C'est pas un problème, tout ça va être réglé automatiquement par rechercher remplacer. On va remplacer les 2 balises qui se suivent par une seule. Donc ça, il faut pas vous en faire là-dessus. Okay. Alors, nous allons transférer donc ce document d'un dossier à l'autre. D'une manière particulière, avec le système qu'on appelle l'assemblage. Donc, le document actuellement est dans le dossier doc jour 1 et on va le transférer entièrement dans doc jour 2. Et je ne vais pas utiliser bêtement le déplacement habituel de l'ordinateur parce que je voudrais vous montrer le système qui permet de transférer un document vers un autre ordinateur. Donc, ce qu'on va faire ici pour le transférer d'un dossier à un autre,
C'est le même principe que vous devrez appliquer quand vous devez transférer un document InDesign d'un ordinateur vers un autre. Ou l'archiver aussi. L'archiver pour le réutiliser plus tard, puisque en mise en page, comme dans beaucoup de domaines du graphisme, on peut, et en web aussi bien sûr, démarrer d'un produit existant et le modifier plutôt que de, à chaque fois, tout refaire depuis zéro. Alors voilà, vous êtes dans InDesign, dans ce document-ci, vous allez dans le menu Fichier et vous demandez Assemblage. Fichier Assemblage. Alors, ok. Donc, vous avez le panneau d'assemblage qui arrive et vous allez cliquer sur Assemblage. Alors, il va falloir que j'enregistre le document avant. Il demande de l'enregistrer. Voilà, j'enregistre. Et on vous indiquait où vous envoyez l'assemblage. Ben, ça va être dans le dossier d'aujourd'hui que vous avez écrit tout à l'heure. Donc le dossier va s'appeler dossier premier doc-08. En fait, il prend le nom du document ici, premier doc-08, et il va juste ajouter le mot dossier avant. Vous avez bien indiqué que vous allez l'envoyer dans le dossier nouveau que vous avez fait aujourd'hui. Bon, vous avez eu la fenêtre, avant celle-ci, avant la fenêtre d'enregistrement qui s'appelle Créer dossier assemblage, vous avez eu un message qui vous dit des restrictions s'appliquent à la copie des polices. D'accord, on va voir. C'est après avoir cliqué ici sur assemblage. D'accord, mais on n'en était pas encore là en fait. Là, je suis en train de montrer que dans le dossier d'assemblage, on demande que les polices de caractères utilisées soient intégrées dans le dossier d'assemblage. Les graphiques utilisés, les images, ça va être intégré aussi. Les liens graphiques vont être mis à jour. Je vais vous dire ce que c'est plus tard, mais c'est très facile, vous avez peut-être déjà compris. Il va y avoir un fichier IDML qui va être créé au cas où on voudrait ouvrir ce document dans une version plus ancienne de InDesign. Il va y avoir un PDF pour l'impression qui va être créé, mais il n'aura pas toutes les caractéristiques nécessaires pour l'imprimeur, il n'aura pas les traits de coupe, etc. Donc gros piège, attention, hein, le PDF qui est dans l'assemblage n'est pas nécessairement bon pour être donné à l'imprimeur. C'est pas un PDF comme on a fait hier avec les traits de coupe, le fond perdu, etc. Alors, en effet, quand on clique sur assemblage, ils vous disent que des restrictions s'appliquent à la copie des polices de caractère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez peut-être utilisé dans ce document des polices de caractère que vous avez achetées ou auxquelles vous avez eu droit parce que vous avez, dans la boîte où vous travaillez, elles étaient déjà achetées. Voilà, bon. Et si vous transférez ça à un de vos collaborateurs, la police, pour que le document soit utilisable, elle va être intégrée dans le dossier d'assemblage, mais votre collaborateur n'a pas le droit de prendre cette police, de l'installer sur son ordinateur pour faire d'autres documents. Voilà, ben oui, parce qu'une police de caractère, c'est un produit commercial. Il y en a qui sont gratuites, mais il y en a qui sont payantes, et voilà, donc ça veut dire que vous êtes bien obligé, pour que le document fonctionne sur un autre ordinateur, d'intégrer la police de caractère utilisée par le document ici. Mais ce n'est pas pour ça que vous avez le droit de faire des documents avec la police de caractère, d'autres documents avec la police de caractère sur l'autre ordinateur. Sinon, quelqu'un qui reçoit plein de documents de partout, il commence à se faire une typothèque, il augmente le nombre de polices de caractère sur son ordinateur, même sans les avoir payées. Et il va pouvoir les utiliser pour faire du graphisme pour lui? Ben non. Voilà, c'est ça que ça veut dire.
Ok, donc, ah oui, il dit qu'il y a du texte en excès. Ah ben oui, tiens, on a encore du texte en excès. Moi, j'ai du texte en excès. Il n'y a pas de problème pour le texte en excès, tant pis, c'est pas très grave. Ok. Et donc là, ça peut prendre parfois quelques minutes dans le cas d'un document complexe. On va fermer le document. Voilà. Donc, dans le dossier 1, c'était ce document-ci. Et on va aller voir dans le dossier 2 ce qu'il nous a fait. Donc, dans le dossier 2, qu'est-ce qu'on trouve? Le dossier d'assemblage. Et c'est la structure qu'on avait demandé. Le document InDesign, le IDML, qui ne vous servira pas ici, mais voilà. Le PDF, mais qui n'est pas un PDF pour l'imprimeur. Je vais l'ouvrir, on va voir. C'est le gros piège, hein. Il n'a pas ce qu'il faut pour l'imprimeur, en fait. Hein. C'est certainement même un PDF RVB. Voilà, donc il n'a pas les traits de coupe, il a rien. Mais enfin, ça permet à quelqu'un qui reçoit le dossier d'assemblage et qui n'a pas InDesign, éventuellement, d'arriver quand même à voir à quoi correspond le document. C'est surtout pour ça qu'il est là, le PDF. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les liens utilisés par le document. Ça s'appelle Links aussi chez vous? Voilà les liens avec l'image qui était utilisée dans le document. Et les fontes utilisées dans le document. Donc l'IDML, c'est pour ouvrir le document dans une version plus ancienne de InDesign. Mais c'est déconseillé parce qu'il y a des choses qui bougent. Voilà, c'est déconseillé. Mais enfin, bon, il est là, on ne sait jamais. C'est pas pour la place que ça prend, il doit peser vraiment très peu. Ouais, il pèse 70 kilo-octets, c'est minuscule. Oui, c'est ça. Alors, et ça, c'est très intéressant, parce que quand vous faites un dossier d'assemblage, ça veut dire que si vous transférez tout le dossier sur un autre ordinateur, vous avez tout ce qu'il faut pour continuer le travail sur le document. Premièrement, pour archiver un document aussi. Et donc, même si les images que vous avez utilisées dans le document, elles venaient de différents disques durs, voire même d'un serveur qui est dans votre entreprise, vous avez été chercher l'image sur le serveur, eh bien tout ça est rassemblé. D'ailleurs, ça s'appelait rassembler pour la sortie dans d'autres logiciels, cette fonctionnalité assemblage. Alors, certains imprimeurs demandent qu'on leur fournisse un dossier d'assemblage. À l'imprimeur, vous pouvez donner deux choses. Soit un PDF qui intègre tout, y compris les polices de caractère, tout ça est dans le document PDF que vous donnez. Tout est nickel et les polices de caractère sont inaccessibles, elles sont cloisonnées dans le PDF. Soit vous donnez un dossier d'assemblage à l'imprimeur. Alors je déconseille de donner des dossiers d'assemblage à l'imprimeur parce qu'on ne sait jamais, les choses peuvent bouger. Peut-être que lui, il a une police qui porte le même nom sur son serveur, sur son RIP, mais qui n'a pas été faite par le même fabricant de police, par le même fondeur. Typiquement genre Helvetica, ce genre de police. Vous pourriez avoir un Helvetica sur votre ordinateur et lui un Helvetica, l'imprimeur, sur son ordinateur aussi, et c'est pas le même. Et donc le texte va bouger. Donc voilà une raison pour laquelle c'est pas très conseillé. C'est anciennement qu'on faisait comme ça. Quand on voulait imprimer un document, il fallait refiler le document de mise en page avec toutes ses ressources à l'imprimeur. Moi, je vous conseille plutôt de donner donc un PDF. OK. Donc, et il y a un troisième document. Certains imprimeurs demandent un fichier TIFF, c'est-à-dire c'est une image des pages du document, mais c'est plutôt rare. Mais enfin, ça se fait, surtout en France. C'est une question d'habitude de travail. En France, ils peuvent travailler avec des fichiers TIFF et donc on fait une exportation des pages du document sous forme d'images très haute résolution. Voilà.
Bah, donc le dossier d'assemblage pratique pour archiver son document, pour rassembler, pour passer sur un autre ordinateur, continuer le travail, tout y est. C'est excellent. Eh bien écoutez, on peut redémarrer de ce document qui est là-dedans alors. Hein. Même si vous remarquez que la structure de dossier d'image qu'on a faite hier, elle est oubliée en fait. Hein. Non seulement il n'y a dans le dossier links que l'image qui était réellement utilisée dans le document, mais en plus, voilà le dossier qui avait été fait, que je vais aller remontrer ici, hier. Voilà, il y avait une image dans un dossier premier perroquet, 2 images dans le dossier 2 autres perroquets. Eh bien, ces deux-là, elles n'ont pas été mises parce qu'elles n'étaient pas encore utilisées dans le document. Voilà, voilà. Donc vous pouvez redémarrer donc du dossier d'aujourd'hui, du document InDesign. Oui, le dossier d'assemblage peut donc être envoyé à quelqu'un qui va continuer le projet ou il vous envoie inversement, comme tu dis, il vous envoie un dossier d'assemblage, vous pouvez continuer le projet, oui. Tant- Oui, par un transfert, un WeTransfer, bien qu'on préfère le FTP plutôt. C'est plus, le FTP, c'est plus professionnel. Je vais vous expliquer. Mais par WeTransfer, ça peut marcher, par Dropbox, par Google Drive, ça marche. Pourquoi pas? Et donc, oui, ça contient tout ce qu'il faut. Et le dossier Links contient toutes les ressources du document. Ça peut être des images, ça peut être des tableaux Excel. Si on a importé des tableaux Excel avec la fonction de lien dont je vous ai parlé hier. Ça peut être des documents Word si on les a importés avec la fonction de lien. Dans les préférences, vous vous souvenez, gestion des fichiers. Ça peut, oui, ça peut être des vecteurs, ça peut être des logos vectoriels. Voilà. Alors oui, le FTP, c'est un système de transfert de fichiers en fait. Vous connaissez le HTTP, c'est les pages web. Donc Hypertext Transfer Protocol. Et puis il y a le FTP. Là, je vous montre un logiciel de transfert de fichiers qui s'appelle Transmit, qui est un logiciel payant pour Mac. Sinon, il y en a qui sont gratuits. Il y a CyberDuck qui est assez conseillé dans le genre gratuit. CyberDuck, logiciel de transfert FTP. Vous avez FileZilla, qui est réputé être un peu moins sûr au niveau sécurité. Donc ça, c'est 2 logiciels gratuits, FileZilla et CyberDuck. Et le FTP, ça veut dire File Transfer Protocol. C'est le protocole de transfert de fichiers. C'est-à-dire que c'est le réseau, c'est le même réseau que le World Wide Web, que les sites web, mais c'est à part. Ça va plus vite pour transférer les fichiers et on ne se sert pas d'un navigateur, on se sert d'un logiciel FTP pour l'envoyer sur un serveur. Il faut avoir un serveur. Il faut avoir un serveur à soi, hein, mais quand on a un site web, on a un serveur avec un espace. Hein. Alors, les choses comme WeTransfer, c'est pas très pro et les fichiers risquent d'être volés. Il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque, voilà. Donc c'est intéressant de savoir déjà que le FTP existe et que si on vous envoie quelque chose par FTP, on vous donne un code d'accès pour accéder à un des dossiers qui se trouve sur le serveur et sur lequel on a déposé les choses pour vous, ben voilà, vous saurez que vous devez installer CyberDuck ou FileZilla et indiquer le nom d'utilisateur, le mot de passe et vous aurez accès au fichier. Voilà. Non, ça va plus vite, c'est très rapide, ça va plus vite que WeTransfer. Justement, le WeTransfer, ça se fait par un navigateur web. Ici, c'est pas par un navigateur web, c'est une voie parallèle extrêmement rapide. Voilà, voilà.
Alors, on va importer des images sur la page 2 ici. Et pour que ça ne rentre pas, pour que ce soit plus facile à manipuler, on va aller verrouiller tous les calques, sauf le calque image. Donc, vous allez dans la palette des calques. Et je vous avais déjà montré hier, mais je vous remontre. Si vous allez sur la colonne de... la deuxième colonne là, à cet endroit-là, juste devant le calque image, vous enfoncez, vous faites Alt-clic. Alt-clic, ça verrouille tous les autres calques. Bon, ça fonctionne comme ça aussi dans Photoshop et Illustrator. Les calques, donc intéressant de voir qu'on peut verrouiller. Alors il faut absolument activer le calque sur lequel on va amener les images. Alors vous allez importer, fichier importer. Alors on va aller chercher des images qui se trouvent dans l'autre dossier. C'est un peu comme si on allait chercher des images qui sont sur un disque dur externe ou sur un serveur, peu importe. Donc le fait d'avoir démarré du dossier d'assemblage qui est dans le dossier jour 2 ne m'empêche pas d'aller chercher des images n'importe où ailleurs. Voilà. Et alors, vous avez toujours vos deux autres images que vous n'avez pas encore utilisées? Bien, parfait. Vous allez en chercher une. Ouvrir. Elle est dans le curseur. Vous savez que vous devez faire un cliquer-glisser. Ben, faites un petit cliquer-glisser de ce genre-là. Voilà. Donc ne faites pas l'image trop grande. Au besoin, vous la redimensionnez avec l'outil de transformation manuelle. Poignée du coin avec la touche majuscule. Pendant qu'on est en train de travailler sur le bloc, le conteneur. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure qui est en train de t'arriver. Tu dois absolument activer le calque. Il ne doit pas être verrouillé et tu dois cliquer sur lui pour indiquer que tu amènes les choses dedans. Et là, l'importation d'images devrait fonctionner. Oui, donc ça a toujours fonctionné comme ça. Quand on clique un par un, ça les active. Mais on a le raccourci. Si on a beaucoup de calques, ça peut être utile de connaître le raccourci Alt-clic pour verrouiller tous les autres. D'accord ? Tous les autres. Et sinon, il faut aussi voir que ça fonctionne comme ça. Quand on glisse, on peut les verrouiller ou les déverrouiller en série. Cliquer, glisser. On n'a pas besoin de cliquer sur chacun nécessairement. Voilà, d'une manière ou d'une autre, on n'a que le calque image qui est accessible pour l'instant. Donc, ton image a disparu. Ce qui a pu arriver, c'est qu'avec la flèche, tu as dû cliquer au centre et tu as essayé de la bouger. Comme ça. Mais en fait, tu bouges l'image, mais le bloc, il y reste en place. Voilà. Elle est en dehors du bloc, carrément. Donc, pour la récupérer, il y a une solution, c'est de sélectionner le bloc avec la flèche noire. On clique à côté, on sélectionne le bloc et demander Objet, Ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et là, elle revient dedans. Ou alors, tu fais CTRL-Z si tu as fait cette erreur-là, bien sûr. Et oui, c'est un piège parce qu'on a l'impression que le bloc est vide, mais en fait, il ne l'est pas. Si on bouge l'image. Il faut absolument ne pas prendre le bloc par le centre, sinon c'est le contenu qu'on bouge. Là, je clique à côté et je clique n'importe où sur le bloc. Je ne double-clique pas non plus. Voilà, et je bouge à la fois le bloc et son contenu. Ah oui, c'est un exercice et il y a des gens qui détestent InDesign parce que pour bouger les images, ça leur pose des problèmes. Il faut avoir compris comment ça marche. Vous avez votre bloc qui est sélectionné, donc les vecteurs sont bien bleus. C'est pas brun. Les vecteurs sur le bord du bloc, ça veut dire que vous modifiez le conteneur. Et vous allez maintenant chercher la palette d'habillage de texte. Menu Fenêtre, Habillage de texte. L'habillage de texte. Là, vous voyez qu'on est dans cette situation-là. L'image est à l'endroit où se trouve le texte et les deux se superposent.
on va faire en sorte que l'image repousse le texte. Voilà. Et vous devriez voir que ça fonctionne. Vous pouvez même essayer de bouger l'image à différents endroits. À chaque fois, ça repousse le texte. Alors, une image comme ça au milieu de lignes de texte, ça ne se fait pas. Ce qu'on peut faire, c'est la mettre entre deux colonnes. Et là, il y aura un petit travail à faire pour que le texte s'éloigne de l'image. Une marge d'habillage. La mettre sur le côté du texte, là ou là, ce genre de choses. Oui, ça peut se faire, et là aussi, il faudra faire une marge d'habillage. Mais évidemment, du texte au milieu d'une colonne, ça ne se fait pas. Vous avez la possibilité, si vous voulez malgré tout mettre l'image là, d'aller activer cette icône-ci. Voilà. Et là, le texte saute au-dessus de l'image, en quelque sorte. Hein. Donc ça peut être intéressant. On est bon? Ça marche? Alors, vous avez l'habillage ici. On peut augmenter. On peut peut-être casser la chaîne, ce serait peut-être pas plus mal. Comme ça, on va pouvoir faire des valeurs différentes. Donc, ici, je vais faire en sorte que le texte du dessus n'arrive pas aussi près de l'image, donc je vais augmenter la marge. Voilà, on voit la ligne qui apparaît, c'est la marge d'habillage et qui repousse le texte. Il est possible de le faire en dessous aussi, si nécessaire. Voilà. Elle se met au milieu d'un paragraphe, là. On peut bouger un peu l'image pour qu'elle arrive à la fin d'un paragraphe. Alors ça, c'est sympa pour faire de la mise en page, mais ça suppose que on ne va pas modifier le texte à n'importe quel moment, parce que forcément, si on ajoute des mots, si on en enlève, les images, elles vont rester en place, elles ne vont plus être au bon endroit nécessairement. C'est pour ça que c'est une image non ancrée ici, elle n'est pas ancrée. Elle n'est pas attachée au texte, elle est complètement indépendante. Mais pour faire des petites mises en page simples, pourquoi pas, pour commencer. Après, on va bien sûr voir les systèmes plus professionnels d'images ancrées. Comme ça, si on bouge des éléments dans une mise en page, ça ne devient pas la catastrophe. Ça ne génère pas un travail supplémentaire de correction de mise en page. C'est vraiment une base dans InDesign, du travail dans InDesign, les automatisations. Faire en sorte que quand on modifie quelque chose, il y a plein de choses qui s'ajustent toutes seules. Bien, on va ici importer la troisième image, mais d'une manière particulière. On va faire un bloc. Alors pour la première fois, si vous voulez, on peut utiliser un bloc spécialement prévu pour les images, mais vraiment, techniquement, ça ne va pas apporter grand-chose par rapport à utiliser un bloc neutre. Je vous l'avais dit, hein, dans une mise en page, une maquette de magazine, de publication qu'on est en train de faire, le fait d'utiliser des blocs vides avec des diagonales dessus permet de savoir que ça doit contenir une image. C'est une convention chez les imprimeurs. Mais ici, les diagonales vont de façon très vite disparaître. Alors, vous pouvez prendre ça et vous allez tracer sur l'autre colonne, par exemple, un bloc. Voilà.
Et je pense que c'est la première fois qu'on va amener une image dans un bloc qu'on a créé auparavant. Parce que jusqu'à présent, les images, les blocs, ils se créent quand on importe. Mais là, avant l'importation, l'image est faite. Le bloc est fait, je veux dire. Vous l'avez. Vous faites fichier importer. Et vous allez chercher la troisième image. Et voilà. Et elle n'apparaît pas en entier, pas de panique, c'est tout à fait normal. Donc l'image n'apparaît pas en entier dans le bloc. On va demander objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Alors éventuellement, on peut... non, on ne va pas le faire tout de suite. Vous voyez que l'image remplit le bloc et les proportions sont gardées. Vous avez fait objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. C'est vrai que vous avez aussi les icônes ici au-dessus qui permettent de faire ça. Alors oui, tout à fait, ça peut arriver qu'il ne soit pas vu en entier, parce que le principe, c'est que l'image remplit le bloc, mais sans la déformer. Donc on a forcément des choses qui dépassent. Alors regardez, je prends la flèche noire ici. Si je fais un bloc très vertical, comme ça. Voilà, un bloc très vertical. D'accord? Et je demande objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Eh bien voilà, l'image remplit le bloc sans se déformer, mais il y a des choses qui débordent de chaque côté. Alors, il faut ajuster à ce moment-là. Avec la petite pastille du centre, on manipule l'image. Là, je vois les limites de l'image qui apparaissent en brun. Donc j'ai un bloc très vertical qui contient une image horizontale. Donc forcément, il faut ajuster. Et avec la pastille, là, je déplace en enfonçant la touche Shift. Voilà. Je montre la partie d'image intéressante. Donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez faire des blocs qui n'ont pas nécessairement les mêmes proportions que l'image et vous ne montrez qu'une partie de l'image. Est-ce que vous avez pu voir ? Bien, très intéressant ça. On y reviendra à cet ajustement parce qu'on peut le pré-régler dans le bloc pour que directement, quand on amène une image, elle surdimensionne. Il y a différentes choses qui pourront être faites. Donc, en effet, pour répondre à ta question, on pourrait dans un gabarit mettre plein de blocs vides, pré-réglés pour redimensionner proportionnellement les images. Et sur les pages du document, amener des photos, directement, elles surdimensionneraient, ça ferait une espèce de planche contact. Ceci dit, dans InDesign, il y a un système qui fait déjà une espèce de planche contact. C'est quelque chose qui s'appelle menu fenêtre utilitaire script. Et là-dedans, on a un script qui s'appelle Image Catalog. Donc ce sont des scripts codés en JavaScript ou en AppleScript sur les Mac ou en Visual Basic sur les PC. Bon, peu importe. Ils sont en deux versions, c'est les mêmes. Mais donc... Et donc ça, les scripts, c'est vraiment très très utile, mais c'est pour les utilisateurs un peu avancés de InDesign. Ceci dit, on va en utiliser quand même certains qui sont livrés là. Mais on peut en ajouter, et ça se vend, les scripts aussi. Hein. Voilà. Bon, vous êtes en train de modifier l'image. Vous avez le cadre brun qui apparaît. On est d'accord ? Vous pouvez tester ceci. Vous enclenchez
L'habillage, dans ce cas-ci, vu que je l'ai mis au milieu d'une colonne, ça va être cette icône-là. Voilà. Voilà. Le cadre brun apparaît. Vous enclenchez cette icône-là dans la palette habillage de texte. Voilà. Vous pouvez, avec la flèche noire, cliquer à côté de la page, là, à côté de la colonne. L'élément est désélectionné. Si vous venez recliquer sur l'élément, sur le bloc, on voit les bords bleus, eh bien, on ne voit pas l'habillage, parce qu'il a été mis sur le contenu, sur l'image à l'intérieur du bloc, on est d'accord? Et ça, c'est un problème. Donc ce qu'on vient de faire là, il faut éviter de le faire. On ne met pas un habillage sur l'image qui est dans le bloc, on le met sur le bloc. Sinon, vous vous retrouvez avec cette situation où, quand vous sélectionnez le bloc, vous ne voyez pas qu'il y a un habillage. C'est problématique. Donc, on va enlever l'habillage qu'on a mis sur l'image et on va la mettre sur le bloc. Vous allez faire réapparaître le bord brun de l'image en cliquant sur le réticule central. Vous allez enlever l'habillage, donc on revient à la situation sans habillage. On clique à côté pour désactiver, on sélectionne le conteneur, les vecteurs sont bleus, et on enclenche l'habillage ici. Voilà, c'est plus propre. En plus, si quelqu'un doit retravailler sur votre document, ce sera plus propre comme ça, il va comprendre. Donc, tu as ton image qui est là, et l'habillage, est-ce que tu l'as déjà mis sur le contenu? Quand tu as cliqué sur le réticule central ici, tu n'as pas, et que tu vois le contour brun, tu n'as pas encore mis l'habillage. C'est parfait parce qu'il ne faut pas le faire, c'est une mauvaise habitude. L'habillage, ça se met sur le conteneur. Donc, je clique à côté de tout et je viens cliquer sur le conteneur. Le bloc apparaît avec des vecteurs bleus. Et c'est là-dessus qu'on met l'habillage. Donc, menu fenêtre, habillage de texte. Bien, donc l'image a l'air correcte. C'est parce que hier, on avait été enclenché dans affichage, les performances d'affichage de qualité supérieure, vous vous souvenez? Menu affichage, performance d'affichage, affichage de qualité supérieure. Si votre ordinateur est lent, il n'y a aucun problème à passer en affichage standard. Affichage, performance d'affichage, vous choisissez affichage standard. Et là, vos images apparaissent pixelisées, moins bonnes que si on les ouvrait dans Photoshop. Mais au point de vue informatique, c'est plus léger, ça va soulager l'ordinateur. C'est ce qui va permettre de faire des magazines avec des dizaines et des dizaines d'images haute définition et malgré tout pouvoir faire la mise en page sur un ordinateur qui n'est pas hyper puissant. Donc voilà, je n'avais pas pu montrer ça bien hier parce que j'avais une image de mauvaise qualité, même si on l'ouvrait dans Photoshop, la première image que j'ai utilisée n'était pas de très bonne qualité. Mais ici, sur cette image de bonne qualité, ça se voit tout de suite la différence si on est en qualité supérieure ou pas. Alors oui, en effet, il y a le troisième type d'affichage dont je n'ai pas parlé, qui est l'affichage rapide, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les images. Mais bon, c'est comme ça, ça peut permettre de travailler sur un ordinateur vraiment qui n'est pas très puissant du tout à ce moment-là. Voilà. Sinon, si vous devez absolument travailler sur un ordinateur qui n'est pas puissant du tout, il y a le vieux format qui a été utilisé avant que les ordinateurs deviennent plus puissants, c'est le format EPS. Peut-être que vous allez le rencontrer encore dans certaines boîtes. Certaines personnes que vous allez côtoyer vont peut-être encore utiliser le format EPS. Et c'est un format particulier qui, quand on l'importe dans InDesign,
la qualité d'image est vraiment très mauvaise, mais au moment de l'exportation, l'image de très mauvaise qualité avec des couleurs très ternes est remplacée par l'image haute définition dans le PDF. Donc le Photoshop EPS. Mais voilà, j'en parle ici, mais normalement, on n'utilise plus ça. Mais pourquoi pas, on ne sait jamais. Alors, je vais repasser en affichage standard, voilà. Alors, on avait dit qu'il vaut mieux utiliser le format PSD, format Photoshop, au lieu du JPEG dans la mise en page. Et pour l'instant, on n'a utilisé que du JPEG, à mon avis. Si on va voir dans la palette des liens, les noms des images, c'est 3 images de type JPEG. Bon, alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ouvrir Photoshop. On va créer des versions Photoshop de ces images JPEG et on va ensuite les remplacer dans le document InDesign et vous allez voir quel est l'intérêt d'utiliser des images de type Photoshop. Dans certaines boîtes, on utilise des images JPEG parce qu'ils font des catalogues de produits avec énormément d'images et ils trouvent que c'est plus facile du JPEG. Mais la plupart du temps, vraiment, c'est conseillé d'utiliser le format Photoshop dans InDesign. Alors, avant d'aller dans Photoshop, on va d'abord enregistrer le document ici, fichier enregistré sous. Je vais l'enregistrer dans le dossier d'assemblage qu'on a créé. Donc, c'est dans le dossier d'aujourd'hui, dans le dossier d'assemblage. À côté du document ici 08 INDD, je vais faire un 09 INDD, il n'y a pas de problème. Le dossier d'assemblage reste, il reste pas correct parce qu'il n'intègre pas les 2 images qu'on vient d'intégrer dans le document. Il faudra refaire un assemblage si on veut un dossier d'assemblage correct. Il faudra réexporter un dossier d'assemblage, mais ça ce sera plus tard. Mais en tout cas, vous pouvez enregistrer le document sous le nom 09 par exemple, enfin la suite quoi, de votre numérotation dans le dossier d'assemblage. Techniquement, c'est pas un problème. Est-ce que vous allez arriver à ouvrir Photoshop en même temps que InDesign? Ce serait excellent parce que les logiciels sont vraiment complémentaires et on peut travailler, et c'est ce qu'on va voir, on peut travailler à la fois une image dans 2 logiciels, à la fois. Ici, je vais ouvrir Photoshop 2020. Puisque je suis dans InDesign 2020, ce ne sera pas plus mal. Donc, vous êtes dans Photoshop. Voilà. Bon, ben on va ouvrir les images. Ouais, j'ai un peu modifié mon Photoshop. J'ai mis en gris au lieu de noir, mais c'est pas grave. C'est Photoshop 2020, il n'y a pas de problème. Donc, vous allez ouvrir les images, notamment celles qui sont dans le dossier d'hier. Voilà, les 2 qu'on vient d'apporter. Les 2 qu'on vient d'apporter dans le dossier d'hier, du dossier d'hier, et qui sont utilisés par notre document InDesign actuellement. Donc j'ai fait clic, majuscule clic, donc j'ai réussi à ouvrir 2 images ensemble, évidemment. Elles sont dans 2 onglets. Et on va enregistrer ces images JPEG. On va les enregistrer au format PSD. Donc vous faites fichier enregistrer sous. Au format Photoshop là au-dessus. Donc c'est le PSD. C'est indiqué à la fin du nom ici, PSD. Il n'est pas interdit de raccourcir les noms aussi. Tant qu'on garde l'extension visible, c'est bien. Donc, c'est le format Photoshop quand on est dans la boîte enregistrée sous. Donc là, c'est la première image que j'enregistre. Puis, je dois passer sur la 2e image et l'enregistrer au format Photoshop. Alors bien sûr, si vous avez beaucoup d'images à convertir,
À ce moment-là, on va scripter dans Photoshop. Donc imaginons que vous ayez 10, 20, 50, 200 images à transformer de JPEG à format PSD. Eh bien dans ce cas-là, il faudra dans Photoshop, on ne va pas le faire ici, mais je vous le dis, il faudra aller dans Fichier automatisation, non excusez-moi, Fichier script, processeur d'images. Et là, c'est un système qui vous permet de désigner un dossier qui contient toutes les images JPEG, par exemple, de dire que vous enregistrez au même emplacement ou dans un autre dossier. Et vous enregistrez quoi? Vous cochez le format que vous voulez, ce sera PSD dans ce cas-là, Photoshop. Donc c'est un système qui va convertir très rapidement, automatiquement pour vous, tout un dossier d'images de n'importe quel format vers le format que vous souhaitez ici. Voilà. Comme ça, c'est dans Photoshop, vous savez que ça existe dans Photoshop. Alors, il y avait la troisième image que je vais ouvrir. La troisième image qui est utilisée par le document sur lequel on est en train de travailler. Elle est où? Elle est dans le dossier d'assemblage. Ben oui, l'image qui était déjà dans le document quand on a fait le dossier d'assemblage, elle est dans le dossier d'assemblage, dans le dossier d'aujourd'hui. Ah oui, c'est ça qu'il faut réfléchir à ça. Hein. Elle est là. Voilà. Ouvrir. Enregistrer sous. Format Photoshop. Il me propose normalement d'enregistrer au même endroit. Voilà, j'enregistre. Et les trois images ont été converties au format Photoshop. Je peux retourner dans InDesign. Bien, je suis un peu de retour dans Photoshop pour vous reparler de fichiers script, processeur d'images. Vous vous souvenez qu'hier, je vous ai parlé du logiciel Bridge qui vous permet, surtout quand vous êtes sur Windows, c'est super utile de voir les contenus de vos dossiers et de voir les icônes. Bridge, il sert à d'autres choses. Notamment, grâce à Bridge, vous allez pouvoir indiquer des images qui sont dans différents dossiers et les envoyer vers le processeur d'images de Photoshop. Donc, le processeur d'images de Photoshop, utilisé simplement, rien qu'avec Photoshop, vous devez avoir vos images dans le même dossier, mais si on utilise Bridge en plus, vous allez passer outre de cette limitation. Les images traitées, transformées en PSD, peuvent provenir de différents dossiers. Ça, c'est juste une info supplémentaire que je vous donne en attendant que tout le monde ait réussi à convertir une de ces images au format Photoshop. Ok, à partir de là, il faut faire du remplacement. On est dans InDesign. On va faire du remplacement. Alors, vous activez la première image dans la palette lien, l'image JPEG, et vous allez demander rééditer le lien. Alors, je vais vous demander, si possible, de garder Photoshop ouvert parallèlement parce que on va voir que la modification peut se faire rapidement entre Photoshop et InDesign. Donc, menu de la palette lien, après avoir cliqué sur la première image, rééditer le lien. Il faut arriver à trouver où se trouve la version PSD de cette image. Comment est-ce qu'elle s'appelle au fait? J'aurais dû regarder avant. Elle s'appelle, ok, Colorful Birds Flying 14 dans mon cas. C'est pas là, c'est dans le dossier d'assemblage. Alors avoir de l'ordre et s'y retrouver, c'est important.
C'est la base. Donc dans le dossier d'assemblage qui est dans le dossier d'aujourd'hui, dans Links, moi je retrouve mon image au format PSD. Je fais ouvrir, voilà, ce n'est plus du JPEG qui est utilisé dans InDesign, c'est le format PSD. Je fais la même chose pour les autres. Je vous fais la version simplifiée de l'explication. Hein. Colorful Parrot, dans mon cas, rééditer le lien, c'est dans le dossier d'hier. Il est là, le PSD. Ouvrir. Et celui-là, la version PSD, j'ai changé un peu le nom, je l'ai raccourci. Non? Et c'est celle-là, oui, c'est celle-là. Donc, comme on va le voir, le fichier PSD va vous permettre de faire des corrections couleurs, de netteté dans Photoshop de manière non destructive, avec des calques. Calques de réglage, objets dynamiques, filtres dynamiques, et donc réversibles à n'importe quel moment. Ça veut dire que si il me prend l'envie de transformer la couleur de cette image, de la mettre une ambiance bleue, nuit, par exemple, et que par la suite, je dois rapidement changer ça parce que le client trouve que c'est pourri, je n'ai qu'à réouvrir le fichier Photoshop et modifier les calques de réglage. Je ne vais pas jongler avec plusieurs fichiers. Bon, enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent. Enregistrer le document. InDesign, dans le dossier d'assemblage du dossier d'aujourd'hui. Bon, vous avez vu tout à l'heure, donc dans Photoshop, je vous ai montré le processeur d'image qui vous permettrait de traiter, de transformer en format PSD des centaines d'images qui se trouveraient dans un dossier. Dans InDesign, on ne va pas le faire ici, mais il y a une solution aussi pour remplacer tous les fichiers JPEG utilisés par un document InDesign, les remplacer par les versions PSD. C'est ce qu'on appelle rééditer l'extension de fichier. Donc comme ça, vous le savez, qu'il y a possibilité de faire en sorte que toutes les images JPEG d'un document, même s'il y a des centaines d'images JPEG dans un document InDesign, ça se remplace tout seul par les PSD. Ce sera rééditer l'extension de fichier. C'est par là qu'il faut aller voir. Nous, on l'a fait manuellement parce que c'était plus simple à comprendre. Et il n'y avait que 3 images. Alors voilà, vous choisissez votre image PSD ou n'importe laquelle de vos images PSD, peu importe. Vous avez donc une image PSD dans InDesign, on est d'accord? Ok, donc l'image est sélectionnée. Ouais, ça montre que c'est celle-là. Je vais aller dans le menu de la palette liens, demander modifier l'original et normalement ça va s'ouvrir dans Photoshop. Voilà, ça s'est ouvert dans Photoshop. Et on va faire des corrections non destructives. Donc, dans la palette des calques de Photoshop, vous allez pouvoir, on va faire les corrections typiques qu'on fait sur une image pour améliorer l'aspect. On va mettre un calque de réglage de type courbe. Est-ce que tout le monde voit la palette des calques de Photoshop? Vous allez dans le bas ici, et vous allez chercher courbe. Alors le débutant aura tendance à aller chercher le réglage luminosité-contraste. Mais le réglage des courbes permet de faire la même chose, mais de faire encore plus. Je vous montre typiquement le genre de réglage qu'on fait sur une image. Vous voyez tous le réglage des courbes dans le panneau propriété qui s'est ouvert?
Voilà. En principe, en double-cliquant sur cette partie-ci, qui n'a peut-être pas la même icône chez vous, mais ça n'a pas d'importance, vous devriez voir apparaître le panneau propriété, sinon au menu fenêtre propriété, il apparaît. Alors voilà, la correction typique habituelle pour améliorer les photos. Vous mettez un point, 2 points dans le graphique. Si vous en avez mis par erreur un troisième, vous pouvez le sortir du graphique, il va se supprimer. Alors, ces 2 points, vous les bougez de manière à faire une courbe qui ressemble un peu à un S, comme ça. Ça, c'est le contraste. C'est contraster l'image. C'est-à-dire, ce qui est clair devient un peu plus clair, ce qui est foncé devient un peu plus foncé. D'accord ? Et parfois, les images sont trop contrastées, on doit faire l'inverse, on doit enlever du contraste, les adoucir. Et donc dans ce cas-là, ça va être l'inverse. On prend ici, on prend là, c'est une courbe en forme de S inversée, et on a enlevé du contraste. Si vous voulez voir avant et après, ben vous avez le petit œil dans le bas de la palette propriété. Petit œil qui va vous permettre de voir l'avant-après. On est d'accord ? Parfait. Bien, je reviens avec la courbe là, voilà. Je la mets contrastante ou pas, peu importe. Et alors vous devez remarquer que ça modifie quand même pas mal les couleurs. Ça ne modifie pas que le contraste, ça modifie les couleurs. Donc il y a quelque chose qui peut être fait. Alors c'est pas une formation Photoshop, mais c'est quand même une formation InDesign où on intègre des images qui viennent de Photoshop notamment. Donc c'est pas idiot de voir comment ça marche. Alors le calque dans la palette des calques, il est activé, le calque de réglage pour l'instant. C'est pas le calque d'arrière-plan, c'est le calque de réglage. On est d'accord. Logique. Sinon vous ne pourriez pas voir la courbe dans le panneau propriété, puisque ça s'adapte au calque qui est activé. À la place du mode normal ici, à la place de normal, vous pouvez descendre et indiquer luminosité. C'est tout en bas. Luminosité. Du coup, vous allez réussir à modifier le contraste de l'image sans que les couleurs ne changent trop. Elles ne vont pas saturer trop. Vous devriez remarquer une différence quand vous jouez sur la courbe. Vous devriez remarquer que les couleurs sont préservées en quelque sorte. D'accord ? Vous le voyez ? Bien, parfait. Alors, l'intérêt du réglage des courbes, qui est vraiment le réglage des pros pour modifier les images, et il n'est pas très difficile à utiliser, donc il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser, c'est qu'on va pouvoir aller faire ceci. Je vous montre. Mettre un point supplémentaire là, et un point supplémentaire là. Vous avez donc 4 points sur la courbe. Ce qui vous permet ceci, en bougeant ce point supplémentaire que je viens d'ajouter, je vais influencer la luminosité des parties les plus foncées de la photo. Vous voyez que ça bouge les parties foncées sur ma photo ? Et l'autre point ajouté là au-dessus, il va permettre d'influencer la luminosité des parties les plus claires. Voilà, ça se voit sur les herbes les plus claires, derrière le perroquet notamment. Et donc ça, c'est vraiment l'utilisation optimale du réglage des courbes. 4 points comme ça. Les 2 points qui sont au centre pour déterminer le degré de contraste. Les 2 points à l'extérieur pour régler l'intensité des parties sombres, voir du détail dans les parties sombres en relevant éventuellement le niveau de luminosité, voir du détail dans les parties claires en diminuant éventuellement le réglage de luminosité. Voilà. Alors, si on enregistre le fichier maintenant, en changeant pas son nom, donc simplement fichier enregistré, ça va se répercuter dans InDesign. Donc allez-y, fichier enregistré,
Vous avez une petite boîte qui arrive, c'est juste pour optimiser le fichier pour qu'il soit ouvrable facilement dans d'anciennes versions de Photoshop. Vous cliquez sur OK, c'est bon. Vous avez donc un fichier qui maintenant intègre un calque de réglage qui modifie quand même pas mal la photo, hein. Est-ce que c'est pour un mieux? Pas nécessairement. Dans ce cas-ci, la photo était pas mal au départ. Le fait est que dans InDesign, la mise à jour s'est faite automatiquement. Alors peut-être que tout le monde ne l'a pas vu. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de faire un réglage plus radical, une colorisation d'image dans Photoshop. Et vous allez voir que ce n'est pas difficile du tout à faire. Ça va être rapide. On va carrément transformer l'image, la coloriser, la faire monochrome. On va oublier les couleurs de l'image. Ce sera comme une image noir et blanc colorisée. Vous êtes revenu dans Photoshop? Voilà. Vous allez pouvoir ajouter, grâce donc au réglage ici, un calque de réglage de type teinte saturation. Donc il s'est ajouté au-dessus. Et le panneau propriété devrait vous montrer autre chose du coup. Alors, ça sert à contrôler la teinte et la saturation, comme ça l'indique, et à faire plein de choses, mais nous, on va l'utiliser de manière assez simple. On va aller cocher l'option ici qui s'appelle coloriser. Donc, c'est une manière un peu secondaire d'utiliser ce panneau. C'est pas principalement pour ça qu'il est fait, mais il y a quand même cette option qui est là, coloriser, et ça vous fait une image colorisée. Ça la transforme en noir et blanc en quelque sorte, et puis ça la fait baigner dans une couleur. Et vous allez pouvoir modifier le curseur teinte. Voilà, le curseur teinte et le curseur saturation. Ne jouez pas avec le curseur luminosité parce que ça n'apportera rien ici. Vous avez vraiment la possibilité de la coloriser de plein de manières différentes. Est-ce que vous voyez, ça marche ? Voilà, donc ça peut servir à faire des effets visuels assez extrêmes, mais c'est des choses qu'on voit dans les publications. Bien. Et ça se combine au calque de réglage courbe qu'on a fait précédemment. Si on enlève l'œil en face du calque de réglage courbe, vous voyez que les deux calques de réglage se combinent pour modifier l'image qui est en dessous et qui est restée préservée. Ce qu'on est en train de faire, c'est de la correction non destructive. Peut-être que sans le calque de réglage, c'est mieux. La colorisation. Est-ce que tout le monde a vu ? Bien, parfait. Vous faites fichier enregistré. Vous allez voir dans InDesign. Ah, il s'est pas mis à jour. Il s'est pas mis à jour. Est-ce que vous avez le petit panneau ici ? Voilà, le petit triangle, si vous cliquez dessus, la mise à jour se fait, en principe. C'est parce que le nombre de calques affichés a été modifié, en fait. Parce que j'ai enlevé l'œil en face du calque. Vous l'avez peut-être fait aussi, en face du calque de réglage des courbes pour qu'il n'agisse plus. Et voilà. Et, du coup, oui, mais c'est pas seulement pour ça. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans les explications techniques trop ici, mais enfin voilà, la mise à jour ne s'est pas faite automatiquement. Il y avait le petit point d'exclamation en cliquant dessus. La mise à jour s'est faite. Parfait. Donc intéressant, c'est ça l'intérêt des fichiers Photoshop, c'est qu'on va pouvoir faire du réglage non destructif. Si à un certain moment je me dis non, cette correction que j'ai faite, c'est pas génial, je vais l'enlever.
Je ne vais pas mettre non plus peut-être le réglage là. Voilà, je vais dans Photoshop, j'enregistre le fichier, je reviens dans InDesign, je clique sur le petit triangle, la mise à jour se fait. Voilà. Ok. Oui, il me prend l'envie d'aller la remettre, mais la changer. Donc, je double-clique ici pour faire apparaître le panneau propriété éventuellement. Je modifie le type de colorisation. J'enregistre. Je reviens dans InDesign. Voilà. Alors, la mise à jour peut se faire aussi par la petite icône ici, dans le bas. Voilà. Et si on ferme le document et qu'on le réouvre, InDesign vous dira qu'il y a des images qui ont été modifiées aussi. Et vous proposera de les mettre à jour. Bien, je pense que pour